Donc, ça y est, on commence. Et Oui, monsieur. tout le monde est prêt. Oui, oui, monsieur. Donc, voilà. Donc, je Oui, vous demande avant, donc, s'il vous plaît, donc, de désactiver le son donc, de vos machines. Donc, D'accord, monsieur. ordinateur, portable, tablette, ainsi de suite. Pour que, voilà, parce que donc, le son donc, fait des bruits. Et donc, il y a donc de bruit, donc, vous n'entendez pas très bien. Donc, désactivez le son, s'il vous plaît. Et voilà, donc on commence donc le cours. Donc la dernière fois, donc on a parlé donc sur la déformation et on a parlé donc sur les causes donc de la déformation qui sont donc les contraintes ou bien les ellipsoïdes de contraintes. Donc on a dit que il y a trois types de contraintes, soit une contrainte en compression qui donne des structures comme les failles inverses ou bien les plis. Il y a une contrainte en cisaillement qui donne les failles décrochantes ou bien les décrochements. Et il y a une contrainte donc en extension qui donne des failles normales comme structure. Ensuite, on a parlé donc aussi donc sur le régime et le contexte tectonique. Donc, excusez-moi, donc j'ai oublié donc d'enregistrer le cours. Donc, je vais juste enregistrer donc le cours et je recommence. Alors, enregistrer. Ok, c'est bon. Là, je reviens là. Donc voilà, donc ça c'est un rappel donc de tout ce qu'on a abordé donc la dernière séance. Donc, on a dit aussi, donc, on a parlé donc sur trois régimes ou bien contexte tectonique. On a dit que il y a un régime expansif, un régime compressif et un régime décrochant ou bien coulissant. Et on a dit que le régime ou bien le contexte tectonique, donc, il est lié donc au climat. Donc, dans quel climat donc la structure il s'est formée. Par exemple, pour les failles normales. Donc, on a dit que les failles normales donc, se forment par une contrainte en extension, donc ça veut dire que le régime il est extensif. Une faille inverse se forme par une contrainte compressive, alors le régime il est compressif. Donc, une faille décrochante ou bien un décrochement se forme par une contrainte en cisaillement, donc le régime il est décrochant ou bien coulissant. Et bien sûr, on a parlé donc sur deux types de structures qui sont les failles et les plis. Donc, on a parlé donc sur les différents types de failles, mais on n'a pas parlé donc sur tous les types de failles, mais seulement donc deux types, failles inverses et failles normales. On a parlé aussi donc sur les plis, mais on va dans les autres chapitres, on va étudier ça donc beaucoup plus en détail. Ensuite, parmi les objectifs de la tectonique, donc on a parlé donc sur les mécanismes de la déformation, la description donc des objets géologiques qu'on observe donc sur le terrain, et ensuite il y a un point concernant le, mais il y a des mondes qui arrivent, mais donc ça c'est un petit peu gênant. Parce que ce n'est pas la peine donc de revenir donc tout le temps en arrière. Donc voilà. Mais maintenant, donc ça y est, c'est quelqu'un qui arrive en retard, c'est bon. Donc on a parlé donc la dernière fois, on a parlé aussi donc sur, on a dit que parmi les objectifs de la tectonique aussi donc c'est la notion donc de la rhéologie des roches. Et on a parlé aussi donc sur la notion du niveau structural. Donc maintenant donc concernant la notion de la rhéologie des roches. Donc, on va parler donc sur quelques paramètres ou quelques facteurs qui influencent donc sur le couple contrainte-déformation. Donc, ça veut dire il y a des courbes donc qui représentent
la contrainte donc en fonction de la déformation. Et donc, il y a donc des paramètres donc, qui maîtrisent ou bien qui contrôlent donc, ces facteurs. Donc, parmi ces facteurs, donc, il y a la température et la pression, il y a le temps et il y a la composition chimique de la roche, ou bien la nature lithologique donc, de la roche. Donc, voilà, donc on commence par la température et la pression. Donc, comme vous savez, donc la température et la pression augmentent avec la profondeur. Donc, ça veut dire, lorsque j'enfonce donc en profondeur, la température et la pression augmentent, ou bien autrement dit, que le gradient géothermique donc augmente avec la profondeur. Alors, donc dans ce cas-là, donc quand on est en surface, donc ça veut dire à des profondeurs faibles, donc les conditions de pression et de température sont faibles. Donc dans ce cas-là, donc il y a lieu à la déformation cassante. Donc ça veut dire que les objets tectoniques se déforment d'une manière cassante. Par contre, en profondeur, on a dit que la pression et la température augmentent avec la profondeur. Donc ça veut dire en profondeur, la température et la pression donc devient élevée. Donc ça veut dire que les objets géologiques se déforment d'une manière plastique ou bien ductile. Ça veut dire qu'il y a lieu à la déformation plastique. Donc quand vous regardez donc sur le diagramme représente donc les types de la déformation en fonction de la pression et de la température. Donc, la moitié qui est en haut, donc ça veut dire où la pression et la température sont faibles, donc c'est la zone donc, de la déformation cassante ou bien la déformation fragile. Mais la deuxième partie, donc qui est en profondeur, donc ça veut dire que la pression et la température sont élevées, donc c'est la zone de la déformation plastique ou bien ductile. Donc ça veut dire on retient que en surface, la pression et la température sont faibles, donc ça veut dire il y a lieu à la déformation cassante. En profondeur, la pression et la température sont élevées, donc ça veut dire il y a lieu à la déformation plastique. Donc voilà, donc ça c'est le premier paramètre ou bien le premier facteur qui contrôle donc le couple contrainte déformation donc des roches. Donc il y a la température et la pression. Le deuxième paramètre ou bien facteur, donc c'est le temps. Donc c'est temps court, donc ça veut dire que les objets donc se cassent. C'est le temps et les longs, donc il y a lieu donc à la déformation plastique. Donc ça veut dire donc on prend un exemple, par exemple on prend une règle ou bien un stylo. Donc si on essaye donc de les déformer mais lentement, donc ça veut dire que l'objet donc ça va plisser. Donc ça veut dire il va subir une déformation plastique. Donc ça veut dire que j'ai donné donc assez de temps pour déformer donc l'objet. Donc ça veut dire que l'objet donc ça va se plisser. Donc ça veut dire affecté par une déformation plastique. Mais si je le prends par exemple le stylo ou bien la règle et donc ça y est je le casse donc d'un seul coup. Donc rapidement. Donc ça veut dire que l'objet donc ça va se casser. Donc ça veut dire quand le temps il est court, donc il y a lieu à la déformation cassante. Mais lorsque le temps il est long, donc ça veut dire il y a lieu à la déformation plastique. Donc soit il y a une relation entre le temps et la vitesse. Parce que la vitesse est égale à donc la distance donc sur le temps. Donc ça veut dire il y a une relation inversement proportionnelle entre le temps et la vitesse. Donc, on peut raisonner aussi donc en fonction de la vitesse. Donc, si la vitesse il est très élevée, donc ça veut dire que l'objet donc ça va affecté par une déformation cassante. Mais si la vitesse il est lente, donc ça veut dire que l'objet donc ça va affecté par une déformation plastique. Donc, ça veut dire soit je raisonne en fonction du temps ou bien de la vitesse. Mais la relation, donc, il est inversement proportionnel. Mais c'est la même chose. Donc, le troisième facteur, donc, c'est la composition chimique de la roche. Donc, ça veut dire
La composition, quand je dis la composition chimique de la roche, donc ça veut dire c'est les minéraux qui constituent la roche et les minéraux, bien sûr, sont constitués par des éléments chimiques. Et bien sûr, les éléments chimiques, ils sont liés entre eux par des liaisons. Et il y a des liaisons qui sont solides, il y a des liaisons qui sont fragiles. Donc tout ça, donc ce qu'on appelle la lithologie des roches. Donc ça veut dire il y a des roches qui sont de nature compétente, donc ça veut dire compacte, solide. Il y a des roches qui sont de nature incompétente, donc ça veut dire fragile. Dans ce cas-là, les roches qui sont compétentes, donc comme par exemple le granit, le gris, quartzite, donc ça, ce sont des roches qui sont compétentes. Donc ça veut dire ces roches se déforment d'une manière cassante. Donc ça veut dire elles donnent par exemple des failles. Par contre, il y a des roches qui sont de nature incompétente, donc ça veut dire se déforment facilement, mais d'une manière qui est plastique. Donc ça veut dire elles donnent donc des plis. Je sais pas, bah, il est déjà dans 15h15 et voilà, des étudiants, il arrive et après il te laisse pas tranquille, il te vibre tout le temps et ça donc c'est un petit peu gênant. Donc normalement donc on commence à 15h, donc c'est à 15h. Bon, donc ça c'est entre parenthèses. Donc voilà, donc concernant la composition chimique de la roche, ou bien ce qu'on appelle la nature lithologique des roches, donc il y a deux types. Il y a des roches qui sont de nature, donc ça veut dire des roches qui sont créées donc de nature compétente. Il y a des roches qui sont créées de nature donc incompétentes. Donc les roches qui sont compétentes, bien sûr, donc quelque chose qui est dur. Donc lorsqu'on applique des contraintes, il se déforme par une déformation cassante, c'est normal. Mais quelque chose qui est fragile ou bien qui est molle, donc quand on applique des contraintes, il se déforme d'une manière plastique. Donc ça veut dire se plisse, donc ne se casse pas. Donc voilà, donc c'est ça la composition chimique de la roche. Alors les courbes contraintes déformation montrent que, donc là je parle donc sur le diagramme donc qui est sur la diapositive. Les courbes contraintes déformation montrent que l'augmentation de la température et de la pression de confinement, donc de la profondeur dans l'écorce, favorise la déformation dictile. Donc dans ce cas-là, on dit que le comportement de la roche est plastique et retarde la rupture. Donc ça veut dire, voilà donc tout ce que j'ai dit au début. Donc en surface, la pression et les températures sont faibles, donc il y a lieu de la déformation cassante. Donc, on dit que l'objet géologique est là un comportement cassant ou bien fragile. Et lorsque la pression et la température augmentent, donc l'objet se déforme d'une manière plastique et donc dans ce cas-là, on dit que l'objet est là un comportement plastique. Alors, maintenant, les niveaux structuraux. Donc, parce que la dernière séance, donc, il y a une étudiante ou bien un étudiant parmi vous qui m'a posé la question donc, concernant donc, les niveaux structuraux. Maintenant, donc, on va regarder donc, en détail donc, les trois niveaux structuraux. Donc là, donc, le bloc diagramme, donc, il montre donc, selon une section verticale, donc trois niveaux structuraux. Donc, il y a le niveau structural ou bien le niveau structural supérieur, donc de la surface jusqu'à à peu près 5 km de profondeur. Ensuite, il y a le niveau structural moyen et en bas, donc, il y a le niveau structural inférieur. Donc, on commence par le niveau structural supérieur. Donc, le niveau structural supérieur, on commence par les conditions de pression et de température, parce que le niveau structural supérieur, donc, on est presque à la surface. Donc, ça veut dire de 0 jusqu'à 5 km de profondeur, donc c'est à peu près la surface. Donc, ça veut dire dans ce cas-là, les conditions
de pression et de température ils sont faibles, et donc automatiquement, quand je dis les conditions de pression et de température, donc ça veut dire c'est la profondeur. Donc soit je dis une profondeur qui est faible, ou bien la pression et la température sont faibles. Alors, dans le niveau structural supérieur, donc tant que les conditions de pression et de température sont faibles, donc ça veut dire que les roches, ils vont être affectés par la déformation cassante. Et s'ils t'affectent par une déformation cassante, donc ça veut dire ils donnent comme structure donc les failles, des failles. Mais là, la question qui se pose, donc quel type de faille? Est-ce qu'il s'agit des failles normales, ou bien des failles inverses, ou bien des failles décronchantes? Donc, en sachant que ce bloc diagramme, il est réalisé donc dans une chaîne de montagnes. Et donc, toujours une chaîne de montagnes donc, se forme par un régime compressif. Donc, les reliefs qu'on voit dans une chaîne de montagnes, donc, ce sont le résultat donc, des raccourcissements ou bien des compressions. Donc, ça veut dire qu'une chaîne de montagnes donc, se forme par un régime compressif. Par contre, un bassin sédimentaire, donc il y a la subsidence, donc ça veut dire que dans ce cas-là, donc il y a un étirement ou bien un allongement. Donc ça veut dire que les bassins sédimentaires se forment par un régime extensif. Donc là maintenant, donc il faut bien mettre donc à leur tête donc ça. Donc une chaîne de montagnes se forme par un régime compressif et un bassin ou bien les bassins sédimentaires se forment par un régime extensif. Et tant que ce bloc diagramme, donc il est réalisé donc dans une chaîne de montagnes, donc ça veut dire que toutes les structures qu'on observe donc sur ce bloc de diagramme, elles sont formées par un régime compressif. Et donc dans ce cas-là, donc la nature des failles qu'on observe dans le niveau structural supérieur, donc ce sont soit des failles inverses, ou bien des chevauchements ou des charriages. Les chevauchements et les charriages, donc ce sont des accidents tectoniques aussi, donc on va regarder par la suite. Mais voilà, donc il faut exclure les failles normales, parce que les failles normales se forment par un régime extensif. Et donc tant que on a dit que le bloc diagramme il est réalisé dans une chaîne de montagnes, donc ça veut dire que toutes les structures se sont formées par un régime compressif. Donc ça veut dire que dans le niveau structural supérieur, on trouve les failles inverses, ou bien les chevauchements, ou bien les charriages, ou bien des charriages. Mais il n'y a pas que les failles. Donc même si donc c'est le niveau structural supérieur, donc c'est la zone donc de la déformation cassante, mais quand même donc on observe qu'il y a des plis. Donc les trucs qui sont en mauve, en bleu, en vert, donc ce sont des plis. Mais les plis là, donc on va distinguer entre deux types de plis. Donc il y a des plis qu'on appelle des plis. Donc ça c'est en fonction ou bien en fonction de la déformation. Il y a des plis qui sont isopaques et des plis qui sont anisopaques. Donc là, la différence entre ces deux types de plis, donc c'est l'épaisseur. Donc quand il y a un pli, donc l'épaisseur, donc c'est la distance entre la limite supérieure et la limite inférieure donc de la couche, à condition que l'épaisseur soit perpendiculaire à la limite supérieure et la limite inférieure. Et dans le cas où le pli conserve la même épaisseur, donc soit au niveau des flancs ou bien au niveau de la charnière, donc on appelle dans ce cas-là le pli est un pli isopaque, comme les plis que vous observez dans le niveau structural moyen. Donc ce sont des plis qui gardent la même épaisseur. Donc ça veut dire que l'épaisseur elle est constante. Mais par contre, donc si l'épaisseur n'est pas constante, donc dans ce cas-là,
on parle donc sur des plis anisopaques, donc comme les plis qu'on voit dans le niveau structural inférieur. Donc, on va arriver à ça. Donc, maintenant, donc, il faut retenir que un pli isopaque, donc, c'est un pli qui garde la même épaisseur, ou bien, dans un pli isopaque, l'épaisseur est constante. Donc, il n'est pas variable. Par contre, dans un pli anisopaque, donc l'épaisseur, donc il est variable. Donc, ça veut dire que l'épaisseur n'est pas constante. Alors, donc je reviens au niveau structural supérieur. Donc, il y a des failles inverses. Il y a aussi donc des plis isopaques. Mais les failles inverses sont dominantes par rapport donc les plis isopaques. Donc, si je vous demande, par exemple, de me donner les structures qu'on trouve dans le niveau structural supérieur, donc vous me répondez, donc il s'agit donc des failles inverses et des plis isopaques. Mais si je vous demande de me donner seulement les structures dominantes dans le niveau structural supérieur, donc dans ce cas-là, ils vont me dire que seulement les failles inverses, parce que les failles inverses sont dominantes par rapport les plis. Donc voilà, donc dans le niveau structural supérieur, les conditions de pression et de température sont faibles. Donc la déformation qu'on trouve dans le niveau structural supérieur, donc c'est la déformation cassante qui donne donc des failles inverses ou bien des chevauchements ou bien des charriages, et la déformation plastique qui donne donc les plis isopaques. Mais la déformation cassante sont dominantes par rapport à la déformation plastique. Donc, les structures qu'on trouve aussi, donc on trouve les failles inverses, les chevauchements et les charriages et les plis isopaques, mais donc les structures dominantes sont les failles inverses, les chevauchements et les charriages. Donc maintenant, on passe donc au niveau structural moyen. Donc dans le niveau structural moyen, donc se caractérise par des conditions de pression et de température qui sont moyens. Et qu'est-ce qu'on trouve comme structure dans le niveau structural moyen? Donc on trouve des plis isopaques et on trouve aussi donc des failles inverses. Mais les plis isopaques sont dominants par rapport aux failles inverses. Et bien sûr, donc le type de déformation qu'on trouve, donc on trouve la déformation plastique qui donne les plis isopaques et on trouve la déformation cassante qui donne les failles inverses. Mais si je raisonne en fonction de la dominance, donc ça veut dire que les plis isopaques sont dominants par rapport aux failles inverses. Et la déformation plastique est dominante par rapport à la déformation cassante. Maintenant, passons au niveau structural inférieur. Donc, le niveau structural inférieur, je peux le diviser donc en deux parties. Donc, ça veut dire la partie supérieure du niveau structural inférieur et la partie inférieure du niveau structural supérieur. Alors, dans la partie supérieure du niveau structural inférieur, donc on trouve des plis anisopaques, des plis qui ne gardent pas la même épaisseur, et on trouve aussi donc ce qu'on appelle la schistosité.